Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Affaire Boko-Omeki, la Cour constitutionnelle rejette 2 requêtes des avocats de la défense. Des détails dans cette édition. L'Église catholique célèbre ce 29 mai 2025 la montée de Jésus auprès de son Père et marque la fin de son séjour sur terre. Père Anissé Nyanvi explique l'essentiel à retenir de la célébration de l'Ascension. Renforcer la gouvernance, améliorer la productivité économique sont quelques objectifs des réformes opérées dans le secteur du développement et de la coordination de l'action gouvernementale dont a la charge le ministre Abdoulaye Bio-Tiané. Au cours de l'émission réédition de compte PAG 2021-2026, il revient sur ces réformes. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau ce jeudi. Les chrétiens catholiques du Bénin célèbrent la fête de l'Ascension à l'instar de ceux du monde. Il s'agit d'une fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection ainsi que son élévation au ciel. Que comprendre de la fête de l'Ascension? Élément de réponse avec Père Anissé Nyanvi. L'Ascension, c'est une fête chrétienne, ça fait partie des fêtes d'obligation pour les chrétiens catholiques. Et l'Ascension tient ses origines du latin, précisément le verbe ascendere, qui veut dire monter, gravir. Alors l'Ascension, en fait, c'est la montée de Jésus vers Dieu son Père. Et cette fête est célébrée 40 jours après Pâques. Le Christ mort et ressuscité quitte ses disciples en continuant d'être présent à eux désormais différemment, c'est-à-dire à travers les sacrements. Et donc, à travers l'Ascension, l'Église célèbre l'entrée de Jésus-Christ dans la gloire de Dieu le Père. Et c'est justement l'occasion à laquelle il dira à ses disciples: vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous allons vivre cette fête de l'Ascension à travers les célébrations qui sont organisées sur les différentes paroisses. Et si une paroisse retient un programme particulier pour ses activités de foi chrétienne, pour ses activités paroissiales ou pastorales, c'est aussi très bien. Mais ce qui est sûr, ce qui est requis pour cette journée, c'est surtout la célébration eucharistique où nous commémorons la montée de Jésus dans la gloire de Dieu son Père. Donc c'est essentiellement ça. Il n'y a pas une autre, une autre manifestation particulière que cette grande célébration eucharistique prévue pour aujourd'hui. Mais si une paroisse retient de profiter de la journée pour organiser d'autres activités, c'est toujours bien. L'Ascension annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Mais comment
qui l'a célébré. Réponse avec le père Anissé Yanvi. C'est une fête d'obligation chrétienne, donc tout chrétien est appelé à aller à la messe aujourd'hui. C'est obligatoire, ça fait partie des fêtes obligatoires, des fêtes au cours desquelles on est appelé à aller vivre l'Eucharistie. Et donc, en célébrant l'Ascension, c'est également une invitation pour nous aussi de nous élever avec Christ, de nous élever de nos péchés, de nous élever de tout ce qui nous alourdit pour pouvoir tendre vers Dieu. Donc, c'est nous élever également à la dimension de l'amour du Seigneur. Donc, la fête de l'Ascension est une fête qui invite simplement le chrétien à quitter, à pouvoir s'élever avec Christ des pesanteurs, des réalités qui nous soutiennent mais qui nous maintiennent en bas, pour nous élever spirituellement également avec le Seigneur, nous élever vers les vertus, nous élever vers tout ce qui nous rend nobles en Dieu. La fête de Pâques, c'est la célébration de la résurrection du Christ. Christ qui ressuscite du séjour des morts, qui ressuscite d'entre les morts, qui triomphe de la mort pour faire éclater la victoire de la vie sur la mort. Par contre, ce Christ que nous célébrons aujourd'hui dans l'Ascension, c'est le Christ qui monte vers Dieu. Donc là, il quitte justement la vie terrestre pour désormais siéger à la droite de Dieu le Père dans la gloire du Seigneur au ciel. Au Bénin, le secteur du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a connu plusieurs réformes. Ces réformes visent, entre autres, à renforcer la gouvernance et à développer le territoire. Au cours de l'émission Reddition de compte PAG 2021-2026, le ministre du Développement, de la coordination de l'action gouvernementale fait le bilan de ces actions menées dans son domaine. Pour plus de détails, suivons ensemble le ministre Abdoulaye Biotiani. Quand vous connaissez le président Patrice Talon, vous savez qu'il est au courant de tout, et tout part de lui. Et c'est normal que, ayant bénéficié, ayant joui de ce soutien de tout notre pays, il définisse la vision de ce qui doit être fait. Et tout part de là, la vision, ensuite la planification, ensuite la mise en œuvre. Et bien sûr, dans cette mise en œuvre, la voir comment coordonner les différentes interventions de manière à délivrer justement les résultats qui sont attendus pour les populations. Parce qu'il ne vous échappe pas que vous avez beau avoir la meilleure vision possible, vous avez beau tout planifier dans la durée, si vous ne délivrez pas de l'eau potable à nos compatriotes, ils ne seront pas satisfaits. Si les enfants ne vont pas à l'école, ils ne seront pas satisfaits. Si les gens ne sont pas soignés, ils ne seront pas satisfaits. Et donc, dans le fonctionnement quotidien du gouvernement, le chef de l'État a défini la vision. Ensemble, nous avons défini le programme d'action du gouvernement. Après, il faut que chaque ministre, dans son portefeuille, exécute ce programme-là à travers différents projets. Mais il faut en assurer le suivi, parce que si vous ne faites pas le suivi, vous n'avez pas les résultats. Et dans ce suivi-là, il y a la coordination. Donc au quotidien, nous sommes sur un certain nombre de projets, programmes, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aussi nous demandons au ministère régulièrement, quasiment tous les mois, de nous fournir des informations sur la mise en œuvre de ces projets-là. Est-ce que là, vous n'êtes pas perçu comme un gendarme? Non, pas. En fait, ça se passe mieux que ça. Puisque sur certains des projets, c'est à l'invitation de ces mêmes ministres que nous nous asseyons pour regarder ensemble comment nous coordonnons ces choses. Un ministre qui a des difficultés à avancer sur un projet parce qu'un autre ministre doit intervenir là-dessus, bien sûr, il est très heureux qu'on puisse lui donner un coup de main pour que ça avance plus vite. Et donc, ce n'est pas un rôle de gendarme, c'est plutôt un rôle de facilitateur. Et je crois que c'est passionnant. C'est très passionnant. D'accord. Qu'est-ce qui vous facilite la tâche? C'est la durabilité des ministres au poste? Est-ce qu'on peut prendre ça comme un élément? C'est un élément favorable, absolument. Je pense qu'il est plus un ministre qui est resté un certain nombre d'années dans une fonction, est plus à même de répondre de ces projets, de ces programmes, et même de ces réformes,
que quelqu'un qui reste quelques semaines, quelques mois ou quelques années. En 2060, la République du Bénin aura son temps d'indépendance et de commun accord avec toutes les forces vives de la nation. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de préparer l'avenir, de définir le futur radieux du Bénin à l'horizon 2060. Cet élément de la présidence de la République du Bénin décrit davantage cette vision. Suivons ensemble. À l'horizon 2025, le Bénin est un pays phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Ainsi est intitulée la vision Bénin à la FIA 2025, formulée et mise en place par les gouvernants d'alors dans les années 90-2000. Un outil certes important, mais dont la mise en application a été entachée par certaines irrégularités. La vision à l'AFIA 2025 est une vision que nous avons trouvée dans les dirigeants du pays, je veux dire le Bénin, nous ont doté dans les années 2000. Il faut dire que son élaboration a démarré dans les années 90, au bout des années 90, je veux dire 98, et en 2000, le pays a été doté de cette vision-là. Cette vision était vue comme une très bonne vision et tout le monde a compris qu'il y avait une vision qu'il fallait mettre en œuvre, mais elle a manqué de certains mécanismes qui ne lui ont pas permis d'être véritablement mise en application. Des éléments comme le non-respect des séquences établies pour l'opérationnalisation de cette vision, les éléments comme la faible application des outils de planification, des éléments comme la planification stratégique qui s'en est trouvée biaisée, des éléments comme la faible communication et dissémination de cette même vision dans la population, des éléments comme l'inexistence d'un cadre institutionnel légal, des éléments comme l'écart courant observé entre le produit et la planification de la programmation et la budgétisation ont donné toute la faiblesse à la mise en œuvre de cette vision. La vision à la FIA 2025, une bonne vision a priori qui a fait ses preuves. À quelques mois de son terme, le gouvernement de la rupture, qui dès son arrivée au pouvoir a repositionné la planification au cœur de l'action publique, pense déjà à l'avenir avec le processus de formulation de la vision 2060, une réflexion prospective de notre pays, le Bénin, 100 ans après son indépendance. Lorsque le gouvernement de la rupture s'est avéré et que les cadres ont travaillé à l'évaluation de la vision 2025, on a regardé, on a trouvé toutes ces faiblesses-là et donc, pour corriger, le gouvernement de la rupture a donc incité les cadres à pouvoir encadrer tout ceci dans un texte de loi qu'il a pris et qui a permis aujourd'hui d'avoir véritablement ce qu'il faut pour contraindre tout autre gouvernement, une fois que la vision 2060, qui est désormais en cours d'élaboration, pour laquelle nous avons procédé au lancement, pour laquelle nous avons procédé à la formation des cadres, de tous les cadres qui doivent intervenir là-dessus, cette vision, lorsqu'elle sera totalement bouclée, d'ici juin 2025, nous l'aurons complètement terminée et elle sera comme un document imposé, suivant la loi qui l'encadre, à tout autre gouvernement qui pourrait succéder à celui qui est là actuellement. Le régime actuel a veillé à prendre des précautions qui ne nous laissent plus entrer dans des errements que la vision 2025 avait laissés. Donc la vision 2060 porte en elle-même tout ce qu'il faut pour être conduite à terme, avec efficacité. Cette vision 2060 est une vision qui prend en compte tous les Béninois, c'est-à-dire ce que
tous les Béninois pourraient penser leur aspiration, leur perception de ce que le Bénin a été depuis quelques années, 35 ans derrière, et donc leur aspiration sur ce que le Bénin sera dans 35 ans encore. Donc c'est une vision qui tient compte des préoccupations des ODD, qui nécessite que tout le monde soit pris en compte, que la façon de penser de toute la population puisse être également prise en compte. Donc on doit faire des concertations qui permettent d'avoir suffisamment d'informations depuis le bas niveau jusqu'aux dirigeants. On ne peut plus naviguer à vue. Personne ne peut plus penser développement sans faire usage de la réflexion prospective. Cela n'est pas possible. Aucun développement sans réflexion prospective. Le président Patrice Talon et son gouvernement en sont bien conscients. La vision 2060 est en pleine élaboration. Le processus est engagé et d'ici juin 2025, le pays sera doté d'un nouvel outil efficace et efficient de développement harmonieux et durable pour des générations. La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin, Madame Aminatou Sarr, a été reçue en audience dans la soirée de ce mercredi 28 mai 2025 par le président du Conseil économique et social, Conrad Guidi. Il s'agit d'une visite de prise de contact, d'échange sur le fonctionnement et la collaboration des deux institutions. Au micro de Kanté Amoussou Nasserine Fatoumbi, Madame Aminatou Sarr fait le point de leur tête-à-tête au terme de cette rencontre. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Conseil économique et social pour discuter de comment le système des Nations Unies pourrait l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Une mission noble qui permettrait d'être la voix des populations auprès du gouvernement, remonter les besoins des populations. Et j'estime que cette mission est en droite ligne avec celle des Nations Unies en termes de réponse aux besoins, en termes d'accompagnement dans la transformation du Bénin. Et avec le président, nous avons eu une discussion très large sur non seulement ses ambitions, mais aussi sur les capacités du système des Nations Unies. Et les capacités, ce n'est pas seulement le bureau de la coordonnatrice résidente que je suis. Les capacités, c'est aussi la diversité des agences qui travaillent au Bénin dans divers domaines. L'UNICEF sur les droits de l'enfant, le PNUD pour tout ce qui est autour du développement, le programme alimentaire mondial, la FAO, l'ONU-SIDA, l'OMS, autant d'agences, et j'en ai pas cité tout, mais qui peuvent et qui doivent accompagner le Bénin dans sa vaste ambition de transformer le pays pour le bien-être des populations. C'est ainsi qu'avec le président, on a évoqué l'idée de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir traduire concrètement ces ambitions-là en action, de comment le système des Nations Unies et le Conseil économique et social pourraient ensemble travailler sur des petits axes qui permettraient d'améliorer sensiblement et d'impacter la vie des populations béninoises. C'est une invitation que j'ai accueillie avec grand plaisir parce que c'est une invitation qui vient encore donner l'opportunité au système des Nations Unies de faire la démonstration de sa capacité à accompagner de façon substantielle le gouvernement, le Bénin et aussi le Conseil économique et social dont il est le président. Donc on s'est donné rendez-vous très très bientôt pour pouvoir échanger, parler et décider de 2-3 axes d'intervention concrètes qui nous permettraient de pouvoir chacun contribuer au développement du Bénin, contribuer au bien-être des populations béninoises et surtout continuer à
à être les organes, que ce soit le Conseil comme le système des Nations Unies, qui sont là pour transformer de façon profonde le Bénin. Une ambition qui est en droite ligne avec l'ambition que moi j'ai trouvée en tant que coordonnatrice du système des Nations Unies. Un Bénin transformé du côté infrastructure, du côté de beaucoup de lois qui avancent les droits des femmes, de tout ce qui se fait pour les enfants et l'éducation. Le succès des cantines scolaires en est une belle illustration. La création de l'Institut national de la femme est une autre belle illustration. Je ne pourrais pas citer tous les avancements que le Bénin a pu faire dans divers domaines, mais en tout cas de réitérer et de dire au président du Conseil économique et social que nous sommes là pour pouvoir nous aussi donner notre contribution à cette belle ambition qu'il a pour son institution et pour le Bénin. Le gouvernement béninois a officialisé hier mercredi la transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2026-2028 prise lors du Conseil des ministres. Cette décision est une étape essentielle pour la planification économique et budgétaire à moyen terme du pays. Et selon le compte rendu du Conseil des ministres, ce document est conçu pour servir de support au débat d'orientation budgétaire à venir. Il intervient, il faut le préciser, dans un contexte particulièrement favorable, marqué cette année par une reprise vigoureuse de la croissance avec un taux estimé à 7,5% en 2024. Pour la bonne organisation de ce débat d'orientation budgétaire, les ministres de l'économie, des finances, de la justice et de la législation prendront les dispositions nécessaires, précise ce compte rendu. Autre information dans cette édition, la Cour constitutionnelle du Bénin a rendu ce mercredi ses décisions sur 2 recours déposés contre les juges de la Criette par les avocats de Olivier Boucan et Oswald Omeki. Les requêtes qui contestaient la régularité de la procédure et soulevaient les violations des droits fondamentaux ont été rejetées. Pour rappel, les avocats reprochaient entre autres aux juges de la section de l'instruction de la Chambre des appels de la Criette des violations de la Constitution et des droits de la défense. Quant aux juges mis en cause, ils ont de leur côté plaidé l'irrecevabilité des recours, arguant qu'en matière collégiale, aucun magistrat n'est responsable individuellement des décisions rendues en vertu du principe et de la majorité et du secret des délibérations. Ils ont également affirmé n'avoir reçu aucune observation ni exception d'inconstitutionnalité dans les délais impartis. La Cour constitutionnelle, après analyse, a jugé les requêtes recevables sur la forme, et toutefois sur le fond, elle constate qu'aucun élément ne prouvait la réception de l'exception des constitutionnalités par les juges dans le délai imparti, condition nécessaire pour statuer, d'où son rejet des moyens tirés de la violation de la Constitution. Pour le deuxième recours porté par Maître Ayodele Aounou, la Cour a déclaré son incompétence, estimant avoir déjà statué sur l'irrecevabilité de l'exception évoquée. Les ministres Alimatou Chadia et José Tonato ont effectué hier mercredi 28 mai 2025 une descente sur le site de construction du grand pôle commercial du stade général Mathieu Kérékou. Pour l'occasion, les 2 ministres se sont rendus sur le site du projet en compagnie des responsables des principales structures impliquées dans la réalisation, à savoir Anagem, Simahu et Sirat, ainsi que l'entreprise ITEC. À l'issue de cette visite de terrain, les ministres ont constaté un taux d'exécution de 80% pour le chantier du grand pôle commercial du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, Assouma et Tonato ont donc salué la qualité et la rapidité des travaux qui respectent les orientations définies par le gouvernement. Ils exhortent les
s'équipe à maintenir le cap pour livrer le projet dans les délais impartis conformément au chronogramme établi. Le Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, a organisé une séance de formation gratuite en coiffure, en fabrication de bâtons de manioc et en savon liquide au profit d'une trentaine de participants. C'était ce mercredi 28 mai au siège de l'association à Cotonou. Le reportage est signé Quentin Amoussou. Ce matin, nous avons eu la formation en tresse, en fabrication de bâtons de manioc. Et là, nous sommes à la dernière formation de la journée, la formation en fabrication de savon liquide. Plus d'une trentaine de participants ont bénéficié de ces 3 différentes formations gratuites. Une initiative du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB. Nous sommes à l'extérieur du pays et pour être mieux aguerris, pour s'en sortir, il faut que chacun et chacune ait un petit savoir pour pouvoir avoir une source de revenus afin de survivre et surtout ne pas être oisif dans la terre d'accueil qui nous accueille. Nous avons commencé avec la théorie, maintenant nous sommes à la pratique. On a divisé le groupe en 3, donc l'objectif de cette pratique est qu'en quittant ici, chaque femme ou chaque homme pourra être en mesure de le faire à la maison. Et je vous informe que le savon liquide est très rentable. Les participants sortent de cette séance de formation prêts pour créer de nouvelles sources de revenus. Je suis très contente et très fière. J'aime bien ce qu'ils font ici, ils nous apprennent des choses en plus gratuites. Franchement, je suis vraiment fière. Depuis 9 heures que je suis là, la formation elle est hyper bien, j'adore, j'aime, je kiffe en fait, elle se passe hyper bien, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, j'ai beaucoup maîtrisé et je peux réaliser ce savon par moi-même. En fait. Je remercie vraiment la communauté camerounaise d'avoir lancé cette formation. Parce qu'à partir de cela, j'ai beaucoup acquis, beaucoup de connaissances et j'invite massivement d'autres à pouvoir y assister pour des formations à venir. Pour rappel, cette formation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l'unité du Cameroun. Actualité hors de nos frontières, à présent, le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu de président de la Banque africaine de développement BAD ce jeudi 29 mai 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il succède ainsi au Nigérian Akinoumi Adesina. Le conseil des gouverneurs de la BAD, composé notamment de ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales, était réuni depuis ce matin pour procéder à ce vote. Sidi Ould Tah dirige donc actuellement la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badia. Autre information de nos frontières, le Royaume-Uni a dénoncé ce jeudi le projet du gouvernement israélien de créer 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée, y voyant un obstacle délibéré à un État palestinien. Le Royaume-Uni condamne ces actions, a écrit sur X le sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères britannique Hamish Falconer. Les colonies sont illégales en vertu du droit international. Elles menacent davantage la solution à 2 États et ne protègent pas Israël, a-t-il ajouté. Le milliardaire Elon Musk a quitté ce mercredi son poste à la tête du département de l'efficacité gouvernementale. Le bilan de l'homme d'affaires à la tête de Dodge est loin des attentes. Nommé en janvier 2025 par le président Donald Trump pour diriger ce département, le milliardaire s'était fixé pour objectif de réaliser 2000 milliards de dollars d'économies budgétaires. Cependant, à la fin de son mandat, les économies réalisées s'élèvent à environ 170 milliards de dollars, soit moins de 10% de l'objectif initial. Après son engagement politique, Elon Musk a dû faire face à une baisse significative de vente de Tesla. Pour cela, il a annoncé son intention de se recentrer sur ses entreprises, notamment Tesla, SpaceX et anciennement Twitter, et de la start-up Sei. Après avoir dépensé environ 300 millions de dollars pour soutenir la campagne présidentielle de Donald Trump et d'autres républicains, Elon Musk a donc
affirmé vouloir réduire ses dépenses politiques à l'avenir. Actualité sportive dans cette édition, à quelques jours du match amical qui va les opposer aux Lions de l'Atlas du Maroc. Les Guépards du Bénin affûtent leurs armes. Ce jeudi, l'équipe nationale était en activité physique après leur séance d'entraînement qui a eu lieu mercredi. Ils ont fini la journée dans un centre hospitalier où ils ont effectué une œuvre sociale. Romaric Djesougo Gwenou pour le point. Ce mercredi matin à Cotonou, le ciel hésite, mais pas les Guépards. Malgré un temps instable, la sélection nationale poursuit sa préparation avec sérieux. Sur la pelouse du centre aéré de la BCEAO, l'ambiance est studieuse, mais détendue. Les joueurs enchaînent les exercices sur les consignes du staff technique. Et une bonne nouvelle pour le groupe, Mohamed Tidjani est de retour dans l'effectif. Un renfort de taille pour la défense béninoise. Sous la pluie, la séance se poursuit. Un entraînement trempé mais intense, dans un esprit de rigueur et de combativité. De la sueur, de la pluie et toujours la même énergie. Les Guépards montent en puissance à l'approche des prochaines échéances. Ce jeudi, après une matinée consacrée au travail tactique, les Guépards ont mis leur notoriété au service d'une cause noble, une visite à l'hôpital de la mère et de l'enfant pour une action caritative. Entre rigueur sportive et engagement social, les Guépards prouvent qu'ils sont prêts sur le terrain comme dans les cœurs. Mesdames, Messieurs, ainsi qu'on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne fête de l'Ascension.